Je m'occupe depuis 1986 de cette politique de la ville, depuis qu'elle est vraiment mise en œuvre dans la région Nord-Pas-de-Calais. Et c'est un engagement professionnel que j'ai jamais quitté. Je l'ai occupé à différents postes, à l'État, à la préfecture du Nord, puis de région, ensuite à la ville de Lille, et maintenant, depuis 2005, je le fais au niveau de l'agglomération dans un groupement d'intérêt public. Alors, j'ai pas voulu faire de la ville ma profession. J'ai fait de la lutte contre l'exclusion ma profession. Et il se trouve que la ville entre dans le processus d'exclusion de façon importante et que donc, si on veut lutter contre l'exclusion, il faut participer à l'aménagement, à la vie, à la création, à la rénovation d'une ville. C'est assez exemplaire au niveau national. On a ici 10 projets de rénovation urbaine sur la métropole lilloise, de taille variée bien entendu, mais qui globalement quand même vont permettre l'engagement d'un minimum de 10 milliards d'euros en 5 ans. C'est pas seulement des opérations d'urbanisme, loin de là, ce sont des opérations de développement social et urbain, ça porte bien leur nom. Il faut des hommes et des femmes pour relever ce défi à chaque moment. Des élus, bien entendu, hein, des gens légitimés par l'élection sur l'avenir, qui ont une vision et qui s'entourent de compétences pour mener à bien cette vision. Une ville ne doit pas exclure. Quand elle exclut, c'est parce qu'elle est étanche, parce qu'elle ne permet pas à l'ensemble des groupes qui la composent de se rencontrer, de se côtoyer et d'avancer, voire de permettre que ceux qui sont dans le groupe le plus fragile parviennent à évoluer au niveau du groupe qui n'a pas de difficulté. Et la conception de la ville va être un des facteurs, pas le seul, mais un des facteurs qui va permettre ces échanges, ce mieux vivre ensemble. Alors c'est de la générosité bien sûr, mais c'est aussi tout simplement quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus raisonnable, moins utopiste. C'est le souci de la cohésion sociale qui permet à une société de bien vivre, d'évoluer et de ne pas s'autodétruire. Le mieux possible, ça dépend où on met le curseur. Si on ne le met pas très haut au départ avec une utopie, forcément on ne va pas faire grand-chose. On avance toujours, on ne recule pas et ça c'est extraordinaire. Alors on croise les doigts d'ailleurs pour qu'on ne recule pas. On a des craintes. Alors j'ai choisi ce lieu parce que vous vouliez quelque chose de très personnel. Oui. Et que ça c'est vraiment très personnel parce que je crois que c'est mon dernier endroit, le dernier endroit des lieux d'enfance. C'est-à-dire des lieux qu'on regarde avec un autre regard que celui d'un adulte. C'est un lieu qui est resté pour moi figé au souvenir de mon grand-père et de balade avec lui le jeudi. Voilà, parce que c'était un endroit qu'il aimait, mon grand-père, et auquel il venait, dans lequel il venait régulièrement. J'ai le sentiment qu'il est occupé par des générations plus jeunes qu'avant. C'est-à-dire, j'ai vu plein de groupes de jeunes là, qui étaient sur les pelouses, allongés, qui jonglaient, tout ça. C'est bien. Je n'ai pas ce souvenir. Moi, j'ai un souvenir de jardin avec des personnes déjà âgées, mûres, et des petits. Mais pas d'ados, pas de jeunes. Et j'étais très impressionnée par la grotte. Par la grotte. Alors, quel âge aviez-vous? J'avais 10 ans. Oui. J'avais 10 ans. Et ça vous paraissait mystérieux, un endroit énigmatique? Ouais. Bon, on s'y attend pas déjà. On s'y attend pas à trouver ça. Alors, on était en 1962-63. Hein. Donc, voilà, la ville était, je vais le dire, quand même plus austère qu'elle ne l'est maintenant. C'est un souvenir humain. C'est aussi le souvenir de mon grand-père. Et puis, c'est le souvenir de mon enfance, le mystère de cette grotte. En plus, mon grand-père, vous savez, à l'époque, ce qu'on est en train de faire là, on est sur la pelouse, c'est une transgression absolue.
C'était interdit et mon grand-père y veillait parce qu'il fallait respecter la loi, c'était très important. Mais là, c'était la liberté totale dans la grotte. On pouvait aller, venir, la traverser, monter. Je me sauvais de la surveillance de mon grand-père, enfin moi je croyais. Et je partais dans la grotte et j'avais l'impression qu'il était inquiet. Il faisait semblant d'être inquiet. Un jeu de gosse, quoi. C'était l'imaginaire et la magie. Je n'en reviens pas, moi, qu'elle soit toujours là, cette grotte. Ah, c'est beau. Et je ne sais pas si ça se fait toujours, mais le nombre de mariés qui venaient ici pour faire leurs photos. Là, on les entend, hein, les voitures. Enfin, si vous sortez, vous n'entendez plus que les voitures. Vous passez ici et vous entendez les oiseaux. Voilà. Il y a ça aussi qui est un havre de paix.